Adopté, ça y est, le rapport de notre commission d'enquête a été adopté par la commission le 25 juin dernier et publié ce 2 juillet 2025. C'est une très grande fierté. Après 4 mois de travail sans relâche dans toutes les directions, jour et nuit quasiment, dans toute la France, 10 000 pages de documents, 135 personnes auditionnées. Et voilà le résultat, avec une épaisseur qui témoigne de l'ampleur de notre travail, en 2 tomes. Évidemment, le rapport avec ses recommandations, et c'est ce sur quoi je vais revenir dans cet épisode. Et puis, un tome 2 qui est la transcription de toutes les auditions que nous avons conduit ici à l'Assemblée nationale. Alors, c'est un travail absolument considérable, et c'est un travail collectif. Je veux insister sur cette dimension, puisqu'ici, je vous dis les coulisses de nos travaux. Bien sûr, c'est un travail en lien avec nos cabinets et mon cabinet, avec Clémence, avec Mohamed, avec Samuel. Et puis, c'est un travail aussi en lien avec les administrateurs de l'Assemblée nationale. Et je veux vraiment les saluer, ces 2 administrateurs qui nous ont beaucoup aidés du premier au dernier jour, en nous accompagnant sur le terrain lors de nos contrôles, en étant présents à chaque audition et puis en contribuant très largement à la rédaction de ce rapport. Merci donc à elles, à eux, et merci à tous celles et tous ceux qui, pendant les auditions, nous ont permis bien d'identifier ces défaillances dans les mécanismes de contrôle et de prévention des violences, qui ont contribué à notre réflexion, qui nous ont permis d'analyser ces mécanismes. Merci évidemment aux victimes, à leurs témoignages qui nous ont accompagnés du premier au dernier jour. Ce rapport, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Et nous allons maintenant veiller à ce qu'il se traduise en actes le plus rapidement possible pour changer la situation, pour révolutionner les moyens du contrôle et de la prévention, pour protéger tous les élèves, pour empêcher d'autres bêta-rames. C'était l'objectif que nous avions affiché, revendiqué au premier jour de cette commission d'enquête parlementaire. Alors avant de vous présenter les 50 recommandations communes à Violette Spilbout, ma co-rapporteure, et à moi-même que contient ce rapport, je veux revenir sur les conditions de son adoption. Il a été adopté le 25 juin dernier en commission, à huis clos, car les rapports des commissions d'enquête parlementaire sont toujours présentés et votés à huis clos. Il a été très largement adopté par une écrasante majorité des membres de cette commission. C'est environ 70 députés qui représentent tous les groupes politiques ici à l'Assemblée nationale dans la proportion du poids de chacun de ces groupes. Je vous dis que le soutien a été très large, mais il n'a pas été unanime, car 2 groupes politiques se sont distingués en s'abstenant au moment de l'adoption de ce rapport. C'est d'abord le groupe du MoDem, dont l'ensemble des députés a choisi de s'abstenir plutôt que de soutenir notre travail, nos analyses, nos recommandations. Et cette abstention, elle s'est expliquée dans le cadre des débats qui ont précédé le vote, au fond, par un crime de lèse-baïrou. C'est parce qu'il y a dans ce rapport une série de constatations à propos de l'inaction du Premier ministre dans les années 1990 à Bétarab. Alors ministre de l'Éducation nationale et président du Conseil général, les auteurs du texte pointent un défaut d'action. Il n'a pas agi alors qu'il était informé des violences. Il y a une constatation sur le mensonge qu'il a commis devant les députés le 11 février dernier, et c'en était trop pour ces députés godillots, obéissant manifestement aux ordres de Matignon, qui ont préféré s'abstenir, ne pas soutenir donc des mesures qui visent à prévenir les violences, parce que leur chef était égratigné, était mis en cause. C'est vrai, il l'est parce que sa responsabilité est écrasante dans ce rapport, et je veux dire que ce rapport de 328 pages, il ne comporte que 3, 4 ou 5 pages peut-être consacrées au Premier ministre, mais c'en était trop pour les députés du MoDem. Et puis, ce sont les députés d'extrême droite du Rassemblement national qui, alors ils ont été très hésitants et un peu paniqués, les pauvres. Au début de nos débats, ils ont affirmé qu'ils allaient s'abstenir sur ce rapport en dénonçant une opération politique, une attaque contre le Premier ministre, et ils s'en sont fait dans les débats les premiers défenseurs de ce pauvre François Bayrou. Et puis ils ont réalisé, les députés du RN, que l'écrasante majorité des groupes politiques allaient voter en faveur du rapport. Et donc dans les quelques secondes qui ont précédé le vote, il y a eu un petit vent de panique, puis une consigne a été donnée par un des leurs en disant aux autres « Allez, la moitié s'abstient, la moitié vote pour ». Voilà, ils ne savent pas très bien comment se situer.
Mais à la fin, la moitié des députés d'extrême droite du Rassemblement national s'est abstenue sur ce rapport. Donc moi, je fais cette constatation. Le MoDem, le parti de François Bayrou, le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, à nouveau, se sont trouvés ensemble à l'occasion de ce vote, dans cette abstention. Et ce qui faisait, en vérité, fond commun, c'était probablement le fait que pour eux, le soutien à un Premier ministre l'emportait sur la question de l'intérêt des enfants, sur la protection des enfants, et il y a quelque chose là que je trouve scandaleux. Allez, j'entre maintenant dans l'essentiel. Les 50 recommandations que nous formulons avec Violette Spilbout, après 4 mois de travail, de rencontres, d'échanges, de réflexions, d'analyses, 50 recommandations pour tout changer dans les moyens du contrôle, de la prévention, pour lutter, pour combattre ces violences commises par des adultes ayant autorité sur des élèves. Et ces 50 recommandations, elles concernent tous les établissements scolaires de France, quel que soit leur statut, public, privé sous contrat, privé hors contrat, et nous les avons organisées en 5 grands axes. Je vais rapidement revenir sur chacun d'entre eux en me concentrant sur les recommandations les plus emblématiques de chacun de ces axes. Le premier axe, c'est la reconnaissance des victimes de violences commises en milieu scolaire. C'était essentiel pour nous de commencer par ça. Il faut une reconnaissance officielle de la part de l'État de ces défaillances qui ont conduit à ce que tant d'enfants soient l'objet de violences terribles, de crimes parfois. Et cette reconnaissance, elle doit aller avec la création d'un fonds d'indemnisation. Un fonds d'indemnisation pour permettre que les victimes dont les vies sont ravagées des décennies après la commission des crimes dont elles ont été l'objet, eh bien, puissent bénéficier d'un soutien, d'un suivi à la hauteur de leurs besoins. On peut penser par exemple à des affections, des longues maladies qui ont pu se déclencher suite aux violences qui ont été commises, la nécessité de soins psychologiques également. Eh bien, ce fonds d'indemnisation devra garantir eh bien, le fait de pouvoir accéder à ces soins tout au long de sa vie lorsqu'on a été victime de violences en milieu scolaire. Et puis dans ce premier axe, nous faisons une proposition très forte, très importante. Je sais qu'elle est très attendue par les victimes. Elle est sur l'enjeu, la question de la prescription. Et de ce point de vue-là, je veux dire que comme homme, comme député, j'ai été profondément percuté par les témoignages que j'ai entendus des victimes. J'ai beaucoup réfléchi, je crois que j'ai fait évoluer ma position sur cette question de la prescription, mais nous proposons avec Violette Spilbout la création ici à l'Assemblée nationale d'une mission transpartisane sur cette question de la prescription pour réfléchir avec des juristes, avec des spécialistes, avec des experts, aux conditions qui nous permettraient peut-être de faire évoluer le cadre législatif actuel pour aller vers un allongement des délais de prescription, peut-être vers la fin d'une prescription pour les crimes, pour certains délits peut-être concernant les violences commises sur des enfants. Cette proposition, elle cherche à être la plus robuste, la plus efficace possible pour que rapidement, eh bien, nous puissions, dans tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, et mettre à disposition de chaque député les arguments, les éléments pour ouvrir ce débat et faire évoluer demain, peut-être, je le souhaite, la loi. L'axe 2, c'est l'axe qui vise à protéger les élèves. Et dans cet axe, on va retrouver beaucoup de recommandations qui visent à développer une politique de prévention des violences, en commençant par la généralisation ou la concrétisation de séances de sensibilisation, de formation des enfants eux-mêmes à cette question des violences pour qu'ils apprennent à les identifier, à les détecter, à les dénoncer. Puis dans cet axe, on va trouver aussi des recommandations qui visent à garantir l'honorabilité de tous les adultes qui sont au contact d'enfants dans des établissements scolaires. Et nous avons de ce point de vue-là des propositions qui visent à permettre qu'à l'entrée dans la carrière, eh bien, soit vérifié systématiquement, quel que soit le statut de l'établissement, et notamment dans les établissements privés sous contrat, eh bien, l'extrait B2 du casier judiciaire, qu'il y ait la possibilité de consulter le FIJES, qui est un fichier dans lequel des informations peuvent faire apparaître qu'une personne a été condamnée ou mise en examen pour des violences commises sur des enfants. Il y a donc une vigilance qui doit être renforcée au moment où des personnes entrent dans une carrière qui va les placer au contact d'élèves. Et puis nous souhaitons aussi que ce contrôle de l'honorabilité, il intervienne à plusieurs moments de la carrière
pour vérifier qu'au cours de cette carrière, eh bien, une condamnation ne soit pas intervenue dans un intervalle et garantir donc l'honorabilité de tous les adultes qui fréquentent les établissements scolaires de notre pays. L'axe 3, il est à destination des personnels de l'éducation nationale et d'ailleurs je veux les saluer car dans leur écrasante majorité, ils sont attentifs au bien-être des élèves, à la garantie de leurs droits et beaucoup d'entre eux ont signalé des violences pour les faire cesser jusqu'à parfois courir le risque d'une forme de répression ou de conséquences pour leur carrière. Cet axe 3, il s'intitule « Soutenir les personnels pour lutter contre les violences en milieu scolaire et structurer une culture du signalement ». Parmi les recommandations que nous y développons, bien sûr la question de la formation initiale et continue de tous les personnels de l'éducation nationale pour les conduire à disposer des outils leur permettant de repérer des élèves souffrant de violences, de développer des outils, des techniques permettant d'accueillir, de recueillir la parole, et puis la nécessité de rappeler des obligations qui sont notamment celles faites à chaque fonctionnaire, celle de signaler au procureur de la République sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale des délits ou des crimes dont ils auraient connaissance. Cette obligation, elle est parfois méconnue, elle est parfois confondue avec celle de signaler par la voie hiérarchique les mêmes faits. Et donc, nous recommandons que chaque année, au moment de la rentrée, les chefs d'établissement rappellent cette procédure obligatoire, celle qui doit conduire à systématiquement saisir directement les procureurs de la République dès lors qu'il y a la constatation d'un fait de violence commis sur un enfant. Et puis, dans cet axe 3, nous faisons une recommandation très forte, celle de la création d'une cellule nationale de recueil des signalements, la cellule Signaléduc, qui doit permettre de faire converger au même point tous les signalements, quel que soit le canal qu'ils empruntent. Le canal du 119, qui est un numéro d'appel d'urgence, qui est plutôt utilisé par les enfants, par les élèves. Le canal de l'application Fait établissement, qui est à la main des chefs d'établissement, du public et très bientôt des établissements du privé hors contrat, sous contrat, pardon. Mais nous pensons aussi qu'il faut la capacité d'une saisine directe de cette cellule nationale par quiconque, par tous les personnels, par des parents d'élèves aussi qui participent de la vie des établissements, pour éviter des effets de filtre qui peuvent parfois empêcher la transmission d'une information au niveau supérieur. Et cette cellule Signaléduc serait animée par des inspecteurs, par des magistrats, par des représentants des collectifs de victimes également, et nous voulons nous appuyer sur leur expérience, sur leurs compétences, et elle aurait la mission de suivre ces signalements, de garantir que la justice est saisie quand c'est nécessaire, que les conseils départementaux le sont quand c'est vers eux que l'information doit être conduite, et puis aussi de faire un retour aux personnes qui ont signalé, pour que ces personnes aient la certitude que leur signalement ait été pris en charge. Cette cellule Signaléduc, elle doit aussi avoir le pouvoir de saisir des corps d'inspection, l'inspection générale, les inspections académiques, pour diligenter des enquêtes administratives dans les établissements où des signalements se multiplieraient et dans lesquels on peut penser donc qu'il y a des situations graves qui nécessitent un regard transversal. Dernière mesure très forte et décisive de cet axe 3 qui est encore une fois sur l'enjeu de prévention, c'est le fait de renforcer, de conforter les corps médico-sociaux au sein des établissements scolaires. Il faut davantage de médecins scolaires, d'infirmières scolaires, de psychologues de l'éducation nationale qui sont parfois ceux vers lesquels se dirigent des élèves qui peuvent craindre de parler à des enseignants, à des chefs d'établissement. Et puis une attention particulière aux services sociaux en faveur des élèves, car ce sont les personnels qui sont aujourd'hui les plus qualifiés, qui sont formés à l'accueil, au recueil de la parole des enfants, qui peuvent apporter un appui à des personnels éducatifs qui sont confrontés à des témoignages d'élèves et qui ne savent pas comment les prendre en compte et à qui les transmettre. Et ces services sociaux, ils sont aujourd'hui trop insuffisamment dotés, ils sont quasiment absents, notamment dans le premier degré, notamment dans les écoles privées sous contrat, et il y a urgence donc à renforcer leurs moyens d'action pour garantir que tous les élèves bénéficient de leur protection. Alors l'axe 4, il est décisif, c'est l'axe qui consiste à lever le tabou du contrôle des établissements privés sous contrat. Ce tabou, nous l'avons constaté pendant les 4 mois de nos travaux, il conduit à cette situation dramatique, celle d'une absence quasi complète de contrôle
des établissements privés sous contrat, dont l'écrasante majorité, 96% d'entre eux, sont des établissements catholiques. Un chiffre pour illustrer cette défaillance majeure de l'État, parce que c'est une obligation pour l'État d'effectuer ces contrôles. Ils sont d'ailleurs prévus, ils sont inscrits dans la loi, mais ils ne sont pas réalisés. Entre 2017 et 2023, 12 contrôles ont été menés dans l'ensemble du pays sur les 7500 établissements privés sous contrat de France. Autant dire que le contrôle, jusqu'à aujourd'hui, était absolument inexistant. Il faut massivement le renforcer en disposant de moyens supplémentaires. Il faut davantage d'inspecteurs de l'éducation nationale. Il faut que ces inspecteurs soient confortés dans leur mission en inscrivant, en confortant dans la loi le fait que leur périmètre d'action au sein des établissements s'étende à la vie scolaire, s'étende notamment aux internats lorsqu'il y en a. Et puis nous fixons des objectifs, notamment l'objectif qu'il y ait à minima un contrôle tous les 5 ans dans les établissements privés sous contrat et des contrôles encore plus fréquemment dans les établissements disposant d'internats. Nous souhaitons aussi qu'une fois que ces contrôles ont eu lieu, que lorsqu'ils constatent des manquements, eh bien que des mises en demeure soient systématiquement adressées par le recteur aux établissements et dans le cas où ces mises en demeure ne seraient pas corrigées, que des sanctions soient prises jusqu'à la rupture du contrat d'association, jusqu'à la fermeture administrative de l'établissement lorsque cela est nécessaire. Et l'axe 5, refonder les inspections pour garantir la protection des élèves. Dans ce dernier axe, nous faisons une série de recommandations pour généraliser, par exemple, le caractère inopiné des inspections d'établissement, pour lancer à l'occasion de ces contrôles des appels à témoins qui permettraient à quiconque sentirait la nécessité de transmettre un témoignage de pouvoir le faire. Nous recommandons que les enfants, lorsqu'ils sont entendus par des inspecteurs, le soient à la demande des inspecteurs et non sur proposition des chefs d'établissement, et puissent s'exprimer en dehors de la présence d'adultes ayant autorité sur eux au sein de l'établissement. Et puis nous voulons permettre à ce que ces inspecteurs, et notamment ceux de l'inspection générale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, eh bien, disposent d'un pouvoir d'autosaisine pour pouvoir étendre leur contrôle au-delà du périmètre pour lequel ils ont été au départ mandatés, dès lors qu'ils identifieraient des manquements en bordure de leur périmètre d'action qui nécessiteraient des investigations supplémentaires. 50 recommandations, avec une grande partie d'entre elles qui pourraient être extrêmement rapidement, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, être mises en œuvre. Et de ce point de vue-là, avec Violette Spilbout, nous sommes à disposition du gouvernement, de la ministre de l'Éducation nationale, si elle souhaitait travailler à cette mise en œuvre avec nous. Nous pensons qu'il faut le faire, c'est l'urgence, car ces violences ne sont pas celles d'un lointain passé, ce sont aussi celles de notre présent. Et puis il y a dans ces 50 recommandations des recommandations plus structurelles, des recommandations qui révolutionneraient le fonctionnement de l'éducation nationale, de son ministère. Je vous donne un exemple, il est technique mais il est pour moi important. C'est la proposition que le suivi de cette politique de contrôle soit demain unifié au plan national et relève de la direction générale de l'enseignement scolaire. Ce serait une rupture car aujourd'hui, les 7500 établissements privés sous contrat de France, qui accueillent 2 millions d'élèves, dépendent d'une autre direction du ministère de l'Éducation nationale, la DAF, la direction des affaires financières. Et cette distinction, cette séparation, elle conduit de fait à des traitements différenciés de ces établissements et probablement qu'elle explique en partie la défaillance du contrôle des établissements privés sous contrat, défaillance qu'il faut corriger pour garantir que tous les élèves, quel que soit l'établissement qu'ils fréquentent, soient de la même façon protégés. Et de ce point de vue-là, avec Violette Spilbout, nous allons travailler rapidement, prochainement, avec un objectif à l'automne, à une proposition de loi pour, dans la loi, faire évoluer ce qui doit l'être et permettre la mise en œuvre de l'ensemble de nos recommandations. Nous ferons ce travail ensemble en ouvrant cette perspective à toutes celles et ceux qui voudront se joindre à nous. Ce sera une autre bataille qui commence, parce qu'après la rédaction de cette proposition de loi, il faudra obtenir son inscription à l'ordre du jour et cela va être difficile. Et puis, je l'espère, le plus vite possible, un vote d'une loi pour protéger tous les enfants, pour révolutionner les conditions du contrôle et de la prévention des violences. Au fond, vous l'avez compris, cette commission d'enquête parlementaire, l'adoption de ce rapport, ça n'était qu'une étape et une suite s'ouvre
devant nous. Soyez persuadés de ma détermination à poursuivre, à aller au bout de cette responsabilité, à tout faire pour changer les choses, pour protéger les élèves. Alors nous sommes presque au bout de ces travaux, de cette série qui m'a permis de revenir avec vous sur les coulisses de notre travail, et c'était important dans une démarche aussi transparente. Comme député, j'ai le souci que mon action soit comprise par celles et ceux qui m'ont fait confiance à travers leur suffrage en me désignant pour les représenter, et au-delà, comprise par toutes les Françaises et par tous les Français. Et je vous propose un dernier rendez-vous, un rendez-vous un peu exceptionnel, avec une invitée exceptionnelle, avec Violette Spilbout, ma co-rapporteure. Et je vous propose un format nouveau, différent pour ce dernier épisode de notre série. Je vous propose une FAQ. Alors allez-y, posez-nous, posez-moi, posez-lui toutes vos questions en commentaire et on y répondra, elle et moi, ensemble, la semaine prochaine, dimanche prochain, à midi. Je vous dis donc à très vite.